Merci beaucoup. Et bon courage. Ça fonctionne le micro, c'est bon? C'est totalement improvisé là. Donc, totalement vous ne improvisé. faites pas la même chose chez vous, il faut laisser ça à des professionnels. Et alors j'aimerais vous donner une petite réflexion personnelle, parce que j'en ai pas fait beaucoup depuis que je suis ici ce matin. Je rêve d'une civilisation où on pourrait redécouvrir les initiations africaines. Vous savez, cette civilisation qui permet à des jeunes de se trouver intégrés dans le monde des adultes le jour où ils vivent leur initiation. Et cette intégration au monde des adultes me semble totalement absente de notre civilisation actuelle. C'est juste une petite suggestion personnelle. Merci. Je me permets de rebondir uniquement sur ce point et laisser Gérard Bronner des observations plus larges. Mais j'ai écrit quelques lignes sur ce que vous venez de dire. Je pense que cette réflexion est très importante parce qu'en effet, toute société réserve un moment d'initiation pour l'entrée dans l'adolescence pour les jeunes garçons et les jeunes filles. Et quand on ne le fait pas, cette initiation se passe de facto au lieu de correspondre à quelque chose de ritualisé et de quelque chose qui est bénéfique pour la société. Et c'est ainsi que nos sociétés sécularisées ne font plus cela. Et d'une certaine façon, c'est l'entrée au collège qui joue ce rôle en France aujourd'hui. Et elle le joue de manière sauvage. Donc dans les endroits les plus difficiles, ça se traduit éventuellement par des phénomènes de boucs émissaires. Ça se traduit par les gangs ou les mini-gangs qui peuvent exister, les bandes, etc. Autant de phénomènes qu'on peut qualifier de sauvages. Et toute une série de soleils noirs guettent l'adolescence, que ce soit la drogue, que ce soit le fanatisme, que ce soit la violence et les bandes organisées, ou plus basiquement le harcèlement scolaire d'une petite bande contre un seul. Des phénomènes anthropologiques profonds, graves, contre lesquels normalement notre mission d'adulte est justement d'agir pour prémunir les enfants de ces soleils noirs. Or, nous ne le faisons pas, nous laissons ça au fil de l'eau, d'une certaine façon. Et le saut que représente l'école, le passage au collège, l'espèce de monde nouveau que ça représente à cet âge de 11 ans, finalement joue ce rôle de manière non organisée. Et c'est pour ça que je plaidais, et j'ai un petit peu agi, mais pas assez, pour que cette entrée en sixième soit considérée comme un moment très particulier, avec des éléments des idées qu'on trouve chez certains penseurs et aussi chez certains penseurs de la pédagogie. Je pense à Steve Bissonnette au Canada et à ce qu'il dit sur la pédagogie explicite. De façon générale, ce mot d'explicite, à mon avis, fait partie des mots-clés de cet idéal de société que nous recherchons. C'est-à-dire il faut expliciter les choses. C'est vrai tout le temps, et c'est particulièrement vrai vis-à-vis des enfants. Un cours réussi est souvent un cours où on a dit à l'avance à quoi on voulait en venir et le chemin par lequel on allait passer et à quoi ça sert et pourquoi on va passer par telle et telle étape. C'est un peu pareil avec la vie, c'est-à-dire on doit pouvoir dire à un enfant, et c'est vrai d'ailleurs à l'école primaire, ce que va être la vie, non pas pour la prédire, c'est impossible et tant mieux, mais pour donner un sens à ce qui va se passer. Et c'est une forme d'initiation. Et apprendre que l'erreur fait partie de la vie en particulier est un élément d'initiation clé. Et les biais de perception, le genre de choses dont nous parlons aujourd'hui d'ailleurs. Et aujourd'hui, c'est fortement d'actualité parce qu'il y a le tsunami de la désinformation et donc des souhaits que nous avons de prémunir les enfants face à cette société de désinformation ou de surinformation qui charrie tout et n'importe quoi. Et donc ça remet dans nos priorités le fait que nous devons faire ça. Et donc je crois que les sujets que nous abordons et les sujets qui sont vos sujets aux intervenants d'aujourd'hui, c'est-à-dire les biais, la rationalité, l'esprit critique entendu dans le bon sens du terme, qui suppose beaucoup d'acuité, de finesse, de subtilité, mais aussi de vision de la société pour ces enfants. Eh bien, ces éléments-là, on devrait les donner aux adolescents ou aux préadolescents à un âge donné, qui, à mon avis, doit être le début du collège, pour les faire entrer dans l'âge adulte et déjà, entre guillemets, les prendre au sérieux et leur faire donner un sens à ce qu'ils vivent, plutôt que de les laisser finalement, un peu comme les bouchons au fil de l'eau, dans une scolarité qui va
trier les uns vers l'excellence, laisser les autres vers autre chose. Et ça, je pense, ça doit faire partie en effet de notre idéal de société et de réflexion concrète qu'on peut avoir pour des évolutions futures. Oui, mais moi, en écoutant toute cette journée, parce que nombreux d'entre nous étions là dès ce matin, il y a quelque chose qui m'a frappé, qui est monté un peu en puissance tout au long de la journée et qui a scintillé dans l'exposition de Jean-Michel Blanquer, c'est qu'il y avait un peu un passager clandestin de toutes nos inquiétudes à propos des phénomènes sectaires qui passent en quelque sorte d'études de phénomènes qui sont très marginaux mais dangereux, raison pour laquelle les associations s'en sont saisies, à quelque chose qui pourrait être le patient zéro et à l'avant-garde de ce qui nous menace en réalité. C'est-à-dire des espaces polarisés, radicalisés, où chacun vit dans la même société mais plus tout à fait dans le même monde. Et de ce point de vue, l'intérêt pour les groupes sectaires est renouvelé. L'intérêt classique demeure parce que ce sont des phénomènes qui nous inquiètent, mais il est renouvelé aussi même en termes presque épistémiques. C'est-à-dire que d'une certaine façon, ces groupes, ce qui s'y passe, peuvent nous servir à comprendre ce qui pourrait nous arriver, peut-être de pire. Et une chose qu'a dit Jean-Michel Blanquer, mais qui a été répétée à plusieurs reprises, c'est qu'il ne faut pas oublier que ces groupes sectaires, il faut une proposition, des propositions qui peuvent être alléchantes, et en particulier en termes de représentation du monde. En termes aussi eschatologiques, c'est-à-dire que ça décrit une fin des temps, et il y a là une philosophie du temps, et ce qui nous servait à nous de philosophie du temps, qui était très forte, c'était le progrès. Le progrès, c'était en fait une philosophie, une forme d'historicisme qui disait, si je résume en une phrase, que demain sera préférable à aujourd'hui, qui était préférable à hier. Préférable, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez, évidemment, selon votre sensibilité. Or, il est évident que cette notion de progrès a perdu de beaucoup son prestige. Il suffit de regarder, par exemple, dans la littérature mondiale, puisqu'on a des outils qui nous permettent de le faire, et on voit, donc ça ne date pas d'aujourd'hui, qu'à partir des années 60, l'usage du terme progrès régresse considérablement dans toutes les langues. Français, anglais, italien, allemand, je suis allé regarder. Et que se substitue, parce qu'il y a une corrélation négative à l'usage du terme progrès, l'usage du terme innovation, qui ne peut pas se substituer en termes de représentation du monde, évidemment, à la notion de progrès. Or, beaucoup de choses que l'on trouve dans les enquêtes quantitatives, etc., montrent que la précession, ce qui nous prédispose à croire, ce qui se constitue d'abord sous forme de proto-croyance, comme l'a dit Laurent Cordonnier, c'est aussi, pour faire écho à ce qu'a dit Virginie Tourné, une méfiance par rapport à toute une série d'institutions. Évidemment, les hommes politiques, pardon Jean-Michel Blanquer, les médias, plus rarement, par contre, la science, qui demeure encore très haut dans la confiance, ou l'école, qui demeure encore très haut, sauf dans certaines catégories de la population. Par exemple, les quartiers dits sensibles, les banlieues. J'ai commenté, je le disais, une enquête de l'association Square qui montre qu'on a là des taux qui sont totalement déconnectés des moyennes nationales dans ces populations, puisqu'on est à 25% de confiance dans la science, par exemple, contre plus de 80%, je parle sous ton contrôle, Virginie, pour la moyenne nationale. Donc, la notion de méfiance qui peut se transmettre en défiance, elle dit aussi beaucoup d'une perte de repères et de ce que Laurent Cordonnier a nommé une anomie, en reprenant le terme de Émile Durkheim, vous savez, qui en fit un usage dans le suicide, tout simplement, mais c'était repris par d'autres sociologues, Jean Duvigneau, Bénard, enfin, c'est une notion qui est très utile pour rendre compte d'un mal-être contemporain qui est l'impression de perte de maîtrise de son environnement. D'abord au niveau de la décision politique, qui nous paraît toujours plus lointaine, d'où peut-être d'ailleurs la volonté de revenir à une sorte de souverainisme national qui nous donne le sentiment de reposséder notre destin politique. Mais même au niveau technologique, comme on l'a évoqué, nous sommes de plus en plus, nous bénéficions de plus en plus d'un environnement technologique qui fonctionne bien, mieux peut-être que les machines de nos parents ou de nos grands-parents, mais eux savaient les réparer. Tandis que nous n'y comprenons plus rien. Pour changer votre iPhone, vous n'allez pas l'ouvrir et le réparer, vous allez le changer, en fait, tout simplement.
Donc il y a un sentiment de perte de maîtrise de l'environnement, et cette perte de maîtrise de l'environnement, elle cherche des narrations. C'est en ça que la proposition sectaire peut être alléchante. Et elle a mille formes. Hein. On n'a pas parlé, par exemple, de propositions sectaires, ou en tout cas religieuses, qui viennent de la technologie, comme le transhumanisme, qui s'est déjà transmué d'ailleurs en religion. Terrasem, c'est une religion revendiquée aux États-Unis, et qui inspire en partie seulement, mais en partie aussi la politique transatlantique contemporaine. Et c'est peut-être ce que nous n'avons pas su faire, c'est-à-dire revitaliser une proposition générale. Vers où allons-nous ? Quel est le sens de ce que nous faisons ? Quels sont nos espoirs ? Le problème, et je ne sais pas ce que tu en penses, Jean-Michel, mais c'est qu'on a déjà essayé. Et il y a eu des tentatives, on l'a oublié, au XIXe siècle, de faire de la rationalité et de la science une forme de religion. C'était le positivisme. Mais ça a lamentablement échoué. Vous pouvez, et je vous conseille de le faire, aller visiter la chapelle de l'Humanité, elle se trouve là à Paris, dans le Marais. C'est remarquable, hein. Alors à la place des saints, il y a Galilée, etc. Mais ça n'a pas fonctionné du tout, ni du temps d'Auguste Comte, ni après. Et vous vous rappelez de la maxime d'Auguste Comte. Vous vous en rappelez sans doute, même si vous ne la connaissez pas, parce qu'elle est imprimée sur le drapeau d'un pays, le Brésil. Ordre et progrès. Ordre et progrès. Donc vous voyez, on est au cœur de cette chose. Et c'est vrai qu'un symptôme, et je ne vais pas prendre trop la parole, je vais te laisser rebondir, mais un des symptômes de cette perte de sens, c'est la disparition des rituels, y compris des rituels sécularisés. Alors certains, on ne regrette pas tous les rituels sécularisés, mais prenons un exemple. Par exemple, je ne le regrette pas, mais le bizutage, qui était un des rituels, en fait. Dans certaines écoles, etc., on passait de l'âge de l'enfance à l'âge de l'adulte par des rituels qui étaient souvent cruels, hein, et donc je ne crois pas qu'on doive avoir de nostalgie peut-être sur ces rituels, mais la disparition de ces rituels est un symptôme, en fait, de l'évaporation de tous les cadres de sens qui, disons, accompagnaient nos vies de citoyens. Et je disais que ce n'était pas une question qui datait d'aujourd'hui, puisque la Suisse ne nous a pas donné que Laurent Cordonnier. Elle nous a aussi donné Benjamin Constant, qui est dans un texte que tout le monde connaît, qui est très célèbre sur la liberté des anciens et des modernes, rappelait déjà que la notion de liberté n'était pas du tout la même, puisque plutôt qu'une liberté qui est en défense de la citoyenneté et qui intègre, disons, l'intérêt général, la liberté d'aujourd'hui est devenue beaucoup plus individualiste. Donc, pour dire la vérité, je ne sais pas si on peut remonter la pente. Et comment le faire ? Parce qu'on voit bien que les mesures artificielles pour le faire, elles échouent d'une certaine façon. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner la partie, mais ce dont je suis sûr, c'est qu'une forme de sagesse, c'est d'être capable d'absorber une grande part d'incertitude, en réalité. Parce qu'après tout, c'est aussi, sans faire de mysticisme, mais le fait que le monde soit incertain, le fait que nous soyons des êtres, des animaux très particuliers. En fait, nous sommes des singes nus, comme disait Desmond Morris, mais nous sommes des singes nus qui sont capables de concevoir l'arborescence du possible. Et ça nous angoisse. La perception de l'univers des mondes possibles nous angoisse. D'ailleurs, la plupart de notre imaginaire politique vise à réduire à rien cette arborescence. L'imaginaire utopique, la nostalgie d'un paradis perdu, c'était un paradis où en fait demain ressemblait exactement à aujourd'hui. Il n'y avait donc pas de largeur du temps. Et donc, bien sûr que l'homme fait toutes sortes d'efforts pour essayer de réduire cette incertitude dans laquelle il mourrait d'ennui, en réalité, si ces sociétés advenaient. Et donc peut-être qu'il est venu le temps d'admettre que, d'une part, le futur est ouvert, qu'il est incertain, mais que c'est grâce à ça aussi qu'on peut revendiquer un libre arbitre. Parce que dans le fond, si le monde était entièrement prédictible et que le futur ressemblait à une droite comme le passé, nos actions tomberaient de nous comme des fruits d'un arbre. Et donc je crois qu'il y a quelque chose d'une grandeur à accepter cette part d'incertitude, mais je ne sais pas quel est le poète, l'artiste ou que sais-je, peut-être le philosophe qui donnera un corps narratif à ça. C'est difficile de parler après ça. Mais là, c'est la conclusion définitive, c'est ça ? Non, je suis très en accord avec ce que vient de dire. Je vais être bref alors, hein, puisque je crois que c'est le temps est arrivé, c'est ça ? C'est pas moi le maître des horloges.
Vous avez encore, on va dire, 10 minutes pour conclure, et puis après on ira boire un coup tous ensemble. Avec plaisir. C'était déjà une utopie concrète de court terme souhaitable. Je vous rassure, ce sera un coup non alcoolisé vu l'heure qu'il est. Il n'y a pas d'alcool au programme. Non, mais je peux être même beaucoup plus bref que ça, parce que je suis évidemment très, très en phase, comme toujours, avec ce que vient de dire Gérald Bronner. Je pense que c'est exactement ça. Et on a toujours une angoisse vis-à-vis de la crise du progrès. Mais en réalité, pour le redire autrement, elle est en effet une ouverture vers la liberté. Et c'est vrai qu'on peut raisonner à contrario sur ce sujet, c'est-à-dire qu'un monde totalement prévisible auquel nous aspirons-on serait en réalité un monde inhumain. Non seulement un monde de l'ennui, mais même un monde inhumain. Et d'ailleurs, cette inquiétude-là, elle existe. C'est-à-dire que ce monde de plus en plus mathématique, de plus en plus numérisé, il est aussi un monde qui cherche à être prédictif en permanence. Et pour le coup, cette menace doit nous inquiéter et on doit sans arrêt travailler à humaniser le monde. C'est à mon avis cela. Et en effet, on peut dire sur le plan philosophique et métaphysique ce que je disais tout à l'heure sur le plan politique et éducatif, c'est-à-dire le fait que c'est l'absence d'un récit qui laisse la place à d'autres récits. Donc si on adhère sur le plan politique à un récit républicain et sur le plan, disons, métaphysique à un récit de la liberté, eh bien, il faut savoir bâtir ces récits. Et c'est juste, je crois, de dire que c'est aussi du côté de l'art que ceci peut s'exprimer, et la littérature, mais aussi tous les arts, et que c'est juste de se réjouir du fait que nous avons su dépasser les paradigmes anciens. En 1789, il y a eu la tombée d'un paradigme pour l'arrivée d'un autre. Ce qui est très frappant dans ces moments-là, comme le moment 1787-1789, c'est que c'est parce qu'on est allé au bout d'un paradigme qu'on bascule dans un autre. Par exemple, vu du point de vue du professeur de droit que je suis, le paradigme absolutisé en 1789, c'est celui du droit naturel, qui lui-même englobait Dieu pour les uns, la raison pour les autres, mais qui en tout cas postulait l'idée qu'il y avait quelque chose au-dessus du droit que l'on écrivait. Et puis, le fait d'aller au bout de ça et d'écrire une déclaration des droits de l'homme, eh bien, cette absolutisation du droit naturel a enfanté, de manière un peu oedipienne, le positivisme, c'est-à-dire un droit écrit indépassable, la codification et tout ce qui s'est passé. Et ce que je viens de dire à l'instant sur le plan du droit, vous pouvez le transposer dans bien des domaines, et c'est bien pour ça aussi d'ailleurs que les phénomènes artistiques, scientifiques, industriels, économiques du 19e et du 20e siècle sont tout à fait articulés entre eux en fonction de paradigmes dominants. Donc on a un 19e siècle qui est le siècle du positivisme, le siècle de la croyance au progrès. On voit cette crise déjà émerger dans la philosophie de Nietzsche, mais aussi dans la physique quantique, et après d'un point de vue plus politique avec la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Et donc nous sommes, nous, enfants de post-1945, post-1989 et peut-être post-2024, les héritiers de ce nouveau Big Bang sur le paradigme de vérité et le paradigme de progrès qui était né de la Révolution et des Lumières. Donc aujourd'hui, face à cette crise des Lumières, on peut avoir différentes attitudes qui sont d'ailleurs articulables entre elles, mais la volonté d'un retour aux Lumières. D'une certaine façon, c'est un peu ce que j'essaye de faire, pas complètement, mais en partie, parce que je pense qu'il y a quelque chose à garder de la philosophie des Lumières. Mais en même temps, nous ne devons pas simplement, de même qu'on ne peut pas être que nostalgique de l'école de la Troisième République, nostalgique des Lumières, aveugle aux limites, comme par exemple les chapelles de la raison et les tentatives de ce type. On doit être lucide donc par rapport aux limites et aux impasses de la philosophie des Lumières, mais on ne doit pas jeter la bébé avec l'eau du bain. Et riche de ce parcours, nous devons inventer le nouveau temps de ce parcours. Et il est forcément, dans la vision positive, optimiste, synonyme de liberté. Et il peut être l'inverse, synonyme d'asservissement, si nous restons passifs face à la mainmise de la technologie, face à la mainmise aussi des autoritarismes. Et il n'est pas innocent
que dans le moment historique que nous vivons en ce moment même, il y ait cette jonction entre les géants de la tech et une vision autoritaire du pouvoir. Et nous devons, démocrates et républicains du XXIe siècle, eh bien nous armer intellectuellement face à ça. Parce que c'est aussi par cela que je voudrais terminer. C'est peut-être une évidence, mais il est bon de l'énoncer. Les idées, ça compte. Les idées continuent à mener le monde. Et ce que nous voyons surgir à la fin comme des réalités concrètes, politiques en particulier, elles ont d'abord été des idées dans des réseaux, dans des visions. Et il ne faut donc pas être paresseux vis-à-vis de cela. Les démocrates ont été paresseux depuis 20 ans, 30 ans sur ces enjeux. Il n'y a pas eu de modèle de société démocratique suffisamment poussé. C'est pourquoi j'ai bien aimé le thème que vous avez proposé, parce qu'en effet, nonobstant l'échec relatif des précédents idéaux, cet échec n'est que relatif, et on doit essayer de porter plus loin, en sachant que ça mène à d'autres échecs relatifs, mais qui sont quand même des progrès. Eh bien, l'idéal de liberté qui, lui, transcende les différentes époques où l'on peut vivre. Merci, messieurs, pour ce débat improvisé. Je voudrais remercier tous les participants à cette journée, parce que votre présence m'a fait du bien, vos questions m'ont fait du bien, et je souhaite qu'on puisse de temps en temps renouveler cette opération et recommencer ce genre d'expérience. Merci, et nous passons dans le local d'à côté pour boire un petit coup.